Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic, l'animatrice de la TBVB, donc l'Association des techniciens de bassin versant breton. Donc bienvenue sur cette deuxième webconférence sur le thème des travaux en rivière, responsabilité et contentieux. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la prévention des chantiers travaux publics dans le cahier des charges, avec pour intervenant Hugo Fécry, avocat du cabinet Coudray à Rennes. Donc je lui laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Merci. Bonjour à tous. Cette formation s'inscrit dans la continuité d'une autre webconférence qui a eu lieu le 19 juin dernier, dont le thème était les outils de pilotage de chantier, où on a abordé les points les plus, on va dire, intéressants et dans la gestion des délais, des coûts, des chantiers. Et celui-ci, en fait, pour moi, est la continuité, c'est-à-dire que là, on va aborder des points plus précis à l'aune d'un outil qui est le plus important dans un marché de travaux, qui est le CCAG travaux. Ça va se dérouler de la manière suivante. Je vais prendre, on va dire, les articles phares du CCAG travaux et puis vous dire comment dans votre CCAP, vos cahiers des charges, les conditions particulières de votre contrat, avec ce CCAG travaux, jouer pour avoir un cahier des charges qui vous permet effectivement de prévenir tout litige différent qui pourrait naître au cours de l'exécution de votre opération de travaux. On abordera aussi tout enfin... Hugo, Oui. je te coupe vite fait. Je pense que tu ne t'en es pas rendu compte, mais ton diaporama n'est pas projeté. Oui. Pardon. C'était fait exprès. Ok, pardon. Voilà. Excuse-moi. Et donc, tout à la fin, on abordera rapidement le CCAGPI et en réalité le marché de maîtrise d'œuvre. Donc là, je vais essayer de projeter, effectivement. Hop. Donc on va commencer. Alors, je m'arrêterai à chaque partie pour voir si vous avez des questions, comme la dernière fois. Et puis, on échangera aussi à la fin, parce qu'à mon avis, ça va appeler de manière générale des questions pour vous. Pour ceux qui n'étaient pas présents, la dernière fois, les questions, je vous invite à les poser via la petite bulle de conversation qui se trouve en bas à gauche. C'est le petit onglet bulle de conversation, ouvrir, fermer le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions et Hugo, en fait, de temps en temps, regardera les questions, y répondra ou ce sera tout simplement la fin de son intervention. Voilà, je vous remercie. Alors, on y va. Donc là, le thème, la prévention des chantiers de travaux publics dans le cahier des charges. Alors, ce que je vous rappelais, donc on va d'abord regarder, ça paraît, je sais que ça paraît peut-être évident pour certains ou pour tous, je ne sais pas quel est le degré, mais bon, dans la pratique, je vois qu'il y a quand même une difficulté. Donc je rappelle quel est le champ d'application d'un CCAG et comment on y déroge. Je rappelle également l'effet de l'ordre de service. Je vais aborder, on a déjà abordé ça le 19 juin, mais les délais et les pénalités. Je vais rappeler la réception avec des points d'étape nécessaires pour comprendre les conseils que je vous donne en termes de dérogation de CCAG travaux. Idem pour la procédure de règlement pour solde, qui avec la réception est un des moments phares et on va dire catalyseur de contentieux dans un marché. Et enfin, comme je vous le disais, les marchés de maîtrise d'œuvre. Donc, champ d'application des cahiers des charges. Donc là, je vise indirectement le code de la commande publique qui maintenant précise la nature de ces cahiers des charges. Donc, les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que les cahiers des clauses administratives générales, le CCAG, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marché. Et les cahiers des clauses techniques générales, qui sont la même chose, mais sur le volet technique, qui sont un complément des CCTP. Donc l'article R 2112-3 du Code de la commande publique précise, lui, lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant,
l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge. Très important. Donc là, la nature des CCAG, donc ce sont un recueil de clauses rédigées par le MINEFI, donc le ministère de l'économie et des finances, et approuvées par arrêté. Donc ils n'ont pas de valeur légale. Et ça a son importance. Donc ils fixent les stipulations contractuelles d'ordre juridique et financier applicables à toutes les prestations d'une même nature ou d'un même secteur d'activité, palliant l'absence de stipulation du CCAP pour les marchés qui y font référence. Donc effectivement, il existe 5 CCAG qui ont été définis par arrêté pour des secteurs d'activité ou des natures de prestations. Donc vous avez le CCAG travaux, le CCAG prestations intellectuelles, le CCAG fourniture courante et services, le CCAG marché industriel et le CCAG TIC, technique de l'information et de la communication. Donc là, en ce qui vous concerne, sauf erreur de ma part, quoique vous faites peut-être des marchés de fourniture courante et de services, là, pour, on va dire, le volet chantier, on n'abordera que le CCAG travaux et le CCAG pays. Le CCAG pays qui est applicable au marché de maîtrise d'œuvre. Donc toujours article 1 du CCAG travaux qui avait rappelé avant tout le monde, avant le code de la commande publique, que pour être applicable, champ d'application du CCAG, il faut que le CCAP se réfère expressément au CCAG. Vous pouvez par exemple vous référer, si vous ne voulez pas appliquer le CCAG de 2009, vous pouvez viser le CCAG travaux de 1976. Et quand bien même il a été abrogé, comme c'est la loi qui fait, c'est le contrat qui fait la loi des parties, si vous visez un CCAG abrogé, il est quand même applicable. C'est la particularité. Ça peut avoir son intérêt. Quand on compare le CCAG travaux 2009, surtout dans sa dernière version, issue de l'arrêté de 2014 et de 2016, et le CCAG travaux 1976, il y a clairement, pas un inversement, mais un rééquilibrage du rapport de force entre les maîtres d'ouvrage publics et les entreprises de travaux. Donc ça peut avoir un intérêt pour un maître d'ouvrage public, s'il n'a pas envie, on va dire, de déroger à l'ensemble des clauses, de directement viser le CCAG travaux de 1976, quoique, voilà, il a un problème, il est un peu archaïque, et il y a des choses qui sont bien dans le CCAG travaux 2009, et c'est dommage de s'en priver. Donc, mon conseil là-dedans, c'est bête, mais n'oubliez pas de viser le CCAG travaux dans le CCAP. Il doit apparaître au sein de l'article pièces du marché. C'est souvent l'article 4 de votre CCAP. Il faut clairement le viser avec un ordre de priorité. En principe, il est sous le CCAP. Comme ça, en cas de contradiction entre les deux, c'est le CCAP qui prévaut. Et là, je vous cite une jurisprudence assez récente de la Cour administrative d'appel de Paris du 12 juin 2018 qui a précisé que quand bien même le CCAP renvoyait à quelques stipulations du CCAG, l'absence d'un renvoi général du CCAP au CCAG ne permet pas de faire application de ces stipulations contractuelles. Voilà. En fait, le juge, il va clairement regarder quelle est la commune intention des parties au moment de la signature du contrat. S'il n'est pas clair, évident, que pour les deux parties, le CCAG travaux s'appliquait, il n'est pas applicable. Dans la même lignée, et donc là, je vous donne la position donc stipulation du CCAP, effectivement, qui doit être dérogée, du CCAG qui rappelle qu'à défaut de récapitulation en fin de CCAP, les dérogations ne sont pas applicables. L'ADAGE, qui est la direction des affaires juridiques du MINEFI, considère qu'à défaut de récapitulation, les dérogations ne sont pas applicables. Il y a certaines CA, cours administratifs d'appel, qui précisent également qu'à défaut de récapitulation, les dérogations ne sont pas opposables et que c'est le régime général qui s'applique, c'est-à-dire les clauses du CCAG non modifiées. Donc là, je vous cite plusieurs décisions. Pour autant, il y a une jurisprudence ancienne du Conseil d'État du 31 juillet 1996 qui dit que dès lors que les dérogations sont suffisamment claires et précises, l'absence de récapitulation en fin de CCAP n'est pas prescrite à peine de nullité. Et la Cour administrative d'appel de Marseille a repris ce considérant de principe il y a peu de temps, alors que clairement, il y a d'autres CA, je ne vous ai pas toutes citées, qui, elles, écartent les dérogations. Donc,
il y a, on va dire, une hésitation jurisprudentielle. Dans ce cas-là, il faut clairement, quand vous rédigez votre contrat, récapituler en dernière clause de votre CCAP l'ensemble des dérogations CCAG que vous avez prévues dans votre contrat. Intéressant aussi, hein, les parties peuvent même décider de déroger au CCAG en cours d'exécution du marché par voie d'avenant. Alors attention, hein, c'est possible sous réserve qu'il n'y ait pas de modification substantielle. Voilà, c'est toujours la même règle sur les avenants. Donc, je vais regarder si vous avez des questions. A priori, vous n'avez pas de questions pour le moment. On va continuer sur l'ordre de service, qui est un acte important de votre marché de travaux. On va faire par 0. Alors, l'ordre de service. Qu'est-ce que prévoit le CCAG Travaux 2009 ? Donc, il prévoit que les ordres de service sont écrits, ils sont signés par le maître d'œuvre, datés, numérotés. Le titulaire en accuse réception datée. Alors là, c'est un peu gênant, clairement, le fait qu'au sein du CCAG Travaux, on nous précise que l'ordre de service est un document qui est établi par le maître d'œuvre. C'est quelque chose qui est totalement ancré dans les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, en principe. Les ordres de service, ce sont des actes signés par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage peut être consulté, mais en tout cas, il n'est pas à l'origine de la décision. C'est très gênant, pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, un ordre de service, ça peut avoir des effets très importants, que ça soit en termes de coût de votre marché ou en termes de gestion des délais. En effet, l'article 14 du CCAG de travaux, hein, c'est le mécanisme qu'on appelle des prix nouveaux en cours de marché. Donc, on a une nature de prestation pour laquelle il n'y avait pas de prix prévu au marché, des travaux supplémentaires, hein, je simplifie. Dans ce cadre-là, il y a tout un mécanisme qui se fait par simple ordre de service du maître d'œuvre qui permet au maître d'œuvre de commander et de valider des prix, et s'il n'est pas d'accord avec l'entreprise, de faire des prix nouveaux provisoires. À charge pour l'entreprise de contester l'OS qui fixe les prix nouveaux provisoires dans un délai de 15 jours, et à charge, in fine, soit à l'entreprise d'aller au contentieux si elle ne se met pas d'accord avec le maître d'ouvrage, soit de conclure un avenant s'il y a un consensus qui est trouvé. Mais c'est quand même gênant parce que, quoi qu'il arrive, c'est trop tard. Imaginons un maître d'ouvrage ne veut pas de ces travaux supplémentaires, ou en tout cas considère que ça relève des prestations du marché, ou que ces prestations supplémentaires résultent d'un défaut de conception du maître d'œuvre et que le maître d'œuvre les commande pour pallier sa propre carence. Là, c'est très gênant. Donc, vous verrez mon conseil à la fin là-dessus. Donc là, autre point sur les délais. En principe, une prolongation de délai ne peut résulter que d'un avenant, c'est-à-dire d'une décision du maître d'ouvrage et d'un consensus avec l'entreprise de travaux. Pour autant, il y a plein de cas où on peut faire des modifications de délai par simple ordre de service, c'est-à-dire sur simple décision du maître d'œuvre. Donc, il y a quoi comme cas ? Ça regroupe beaucoup de suggestions. Un changement du montant des travaux, une modification de l'importance de certaine nature d'ouvrage. Donc, vous voyez, le maître d'œuvre, il commande des OS avec des prix nouveaux provisoires et à côté, il va vous faire des OS ou dans le même OS prolonger les délais d'exécution. Une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus, une rencontre de difficultés imprévues en cours de chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur, un retard dans l'exécution des opérations préliminaires qui sont à la charge du maître d'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. Alors, c'est bien précisé que l'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis du titulaire et décidée par le représentant du pouvoir adjudicateur qui le notifie au titulaire. Pour autant, voilà, on vous dit à l'article 3 que l'ordre de service est signé du maître d'œuvre. Donc là, il y a une contradiction dans le CCAG Travaux en réalité. Donc, notre conseil là-dessus, nous, c'est pour éviter toute difficulté en cours d'exécution, et même si c'est contraignant, parce qu'on perd en réactivité, mais bon, il vaut mieux avoir à la limite un OS dont on peut se prévoir de son irrégularité a posteriori, ou essayer de mettre en place un mécanisme où l'OS peut être contresigné rapidement par le maître d'ouvrage, mais clairement, il faut déroger à l'article 3.8 que j'ai cité en amont,
en précisant que les ordres de service ayant un impact, uniquement cela, ayant un impact sur les délais d'exécution et où le montant du marché doivent être nécessairement contresignés du maître d'ouvrage et non uniquement par le maître d'œuvre. Ça permet d'éviter au maître d'ouvrage de devoir opposer par le titulaire des décisions du maître d'œuvre dans le cadre de réclamation indemnitaire pour allongement des délais d'exécution ou paiement de travaux supplémentaires. Donc, on va aborder les délais et pénalités qu'on avait longuement abordés lors de la dernière formation. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de revenir là-dessus, sur le mécanisme d'application des pénalités et sur la gestion des délais, c'est clairement de vous dire comment on a un cahier des charges efficace pour assurer la gestion des délais d'exécution. Donc là, je reprends, c'est l'article 20 du CCAG Travaux que vous connaissez. Donc, l'importance, c'est le 20.1.3 dans le CCAG Travaux qui vous dit les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché dans le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixées dans le marché. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre CCAG Travaux, il vous permet, tel qu'il est rédigé, d'appliquer des pénalités en cours d'exécution du marché sans attendre un dépassement du délai global d'exécution du marché. Ce qui est important pour assurer la gestion des phases critiques. On ne peut pas attendre la fin du marché pour pouvoir, on va dire, sanctionner le retard de délai. Donc, pour que ça soit efficace, vos pénalités, il faut que vous prévoyiez au sein des pièces de votre marché, évidemment, des délais partiels d'exécution. À défaut, vous ne pouvez pas appliquer de pénalité. Donc ça, c'est au sein de votre calendrier d'exécution qu'il faut prévoir ces délais partiels, applicables au par lot, ou des dates limites, voilà. Donc des délais ou dates limites au titre de la remise de documents essentiels. Effectivement, vous avez des documents nécessaires pour les visas du maître d'œuvre, j'en passe, la sécurité du chantier. Il faut que vous listiez ces documents qui vous semblent essentiels et que vous prévoyez une pénalité en face en cas de retard dans la délivrance de ces éléments. Ça vous permet de marquer, si vous voulez, l'entreprise qui, dès qu'elle dépasse son délai pour délivrer son plan exé, peut potentiellement se voir appliquer des pénalités de retard. Et ça évite votre chantier de déraper. Donc, évidemment, il faut des pénalités pour absence ou réunion de chantier. Alors, ça c'est intéressant, on n'y pense pas souvent, pour l'intervention de tiers non autorisés, c'est très intéressant pour la sécurité du chantier, clairement. Donc, l'entreprise qui fait intervenir des sous-traitants non déclarés, par exemple, ça arrive. En cas de non-réponse à une injonction du CSPS, c'est pareil, très important, sécurité sur le chantier. Les injonctions du CSPS, il est tout à fait possible de prévoir des pénalités si l'entreprise ne s'y conforme pas. Sinon, vous n'avez aucune sanction, hormis des sanctions graves, c'est-à-dire la radiation du marché. En cas de non-respect des prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité et au nettoyage du chantier, notamment en cas de défaillance de signalisation, de clôture et de fermeture des portails de chantier. Vous le savez, la plupart du temps, la garde du chantier est donnée à un lot, et effectivement, pour que vous assuriez du respect de ce qui a été prévu au marché en termes de garde de chantier et de sécurité, vous pouvez prévoir des pénalités en cours d'exécution en cas de non-respect. Et pareil, en cas de repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux. Donc, par dérogation à l'article 40 du CCAG Travaux, également, très intéressant, moi je vous invite à prévoir que le titulaire remette son dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les documents nécessaires à l'établissement du DIO le jour de la réception des travaux. Et vous prévoyez, du coup, une pénalité pour retard qui rejoint la pénalité pour retard dans la remise des documents essentiels. Si vous ne faites pas ça, l'entreprise peut les transmettre un mois après la réception. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas comment lui appliquer de pénalité. Et là, je vois que j'ai oublié une pénalité hyper importante que je vais avoir ajoutée. Ah non, je l'ai mis, retard dans la levée des réserves. Hyper important, le retard dans la levée des réserves. Effectivement,
On se retrouve souvent post-réception avec des longues listes de réserves. Si vous ne prévoyez pas de pénalité pour retard dans la levée des réserves, la seule chose que vous puissiez faire pour contraindre l'entreprise à lever les réserves, c'est en réalité faire procéder aux frais et risques de l'entreprise à ses travaux. Sauf que faire intervenir, déjà, il faut trouver une entreprise qui accepte de lever les réserves, et en plus de ça, vous allez avoir des problématiques en termes de garantie, qui a fait quoi, comment. Il faut absolument que ce soit l'entreprise en charge de la gestion de l'opération de travaux qui procède à la levée des réserves. Il ne faut pas faire intervenir un tiers. Donc, sur le montant des pénalités, moi, je vous invite à déroger au taux de 1/3 millième, qui peut être trop faible, notamment en cas de montant de marché faible, clairement, comme c'est sur le montant global du marché que s'apprécient les pénalités. Si vous avez un marché à montant faible, clairement, les pénalités ne sont pas dissuasives. Après, vous le savez, il ne faut pas non plus faire des pénalités disproportionnées, dans la mesure où elles peuvent être retoquées par le juge en cas de contestation, qui a un pouvoir de modulation des pénalités de retard, si elles sont excessives au regard du montant global du marché, ou au contraire, si elles sont trop faibles. Je reviendrai, je regarde, vous n'avez pas de questions. Donc, on va aborder un point un peu très sensible du CCAG et de l'opération de réception. C'est l'opération de réception, pardon. Donc, la réception. Donc, je vous fais un petit rappel sur l'effet de la réception sans réserve et sur la responsabilité des constructeurs. Donc, la réception prononcée sans réserve, elle met fin au rapport contractuel entre le maître d'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Je vais aller même plus précis, c'est la réalisation technique de l'ouvrage. Elle empêche donc l'engagement de la responsabilité des constructeurs au titre des désordres et des non-conformités apparentes au jour de la réception, que ce soit sur le fondement contractuel ou décennal. En effet, si au jour de la réception, vous ne portez pas au procès-verbal de réception une réserve sur un désordre, une non-façon apparente pour vous, maître d'ouvrage profane, clairement, vous perdez la garantie des constructeurs. Vous ne pouvez plus engager la responsabilité contractuelle et ni décennale parce que le désordre était apparent au jour de la réception. Donc, alors, dans ce cas-là, seul moyen de se rattraper aux branches, si vous avez un maître d'œuvre, dans le cas où vous êtes en maîtrise d'œuvre interne, c'est trop tard. La responsabilité, vous pouvez engager la responsabilité contractuelle de votre maître d'œuvre au titre de son manquement à son devoir de conseil, en fait, lorsqu'il s'est abstenu, volontairement ou involontairement, il a une obligation de moyens, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage, de sorte que vous soyez dans l'impossibilité d'émettre des réserves et donc derrière d'engager la responsabilité contractuelle des entreprises. Donc là, dans ce cas-là, on a une responsabilité intégrale du maître d'œuvre et non plus de l'entreprise, au titre de on est toujours sur le fondement contractuel, et en réalité, c'est un manquement à sa mission d'assistance aux opérations de réception, AOR, qui doit clairement vous dresser le projet de décision de réception. Donc, je vous fais également un rappel de l'effet de la réception et du dommage au tiers. Ça peut arriver, notamment quand vous intervenez sur le terrain de personnes privées, parce que c'est un tiers par rapport à la opération de travaux. On m'a posé la question de DUP, déclaration d'intérêt général. Lorsque vous intervenez dans ce type de situation, clairement, vous êtes, vous, maître d'ouvrage public, sur le terrain d'un particulier, et si vous causez un dommage, c'est un dommage de travaux publics. Donc, c'est pour ça que je vais aborder ce point-là. Donc là, pareil, la réception, l'addition de réception fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. C'est très sévère.
mais c'est la jurisprudence applicable. Donc, comme le Conseil d'État nous dit, sauf clause contraire, moi, je vous invite à déroger à ce principe au sein de votre CCAP en permettant au maître d'ouvrage de rechercher la garantie des constructeurs au titre des dommages aux tiers qui trouveraient leur origine dans l'exécution des travaux, et ce même postérieurement à la réception des travaux. Voilà. Vous avez votre petite clause, vous faites votre décision de réception en précisant, même si à mon avis c'est superfétatoire, que la réception elle est sous réserve des dommages aux tiers, éventuellement inconnus au jour de la réception, et le jour où vous avez un problème, vous pouvez appeler en garantie votre constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de démontrer ce que je vous montre en dessous, parce que effectivement, si vous n'avez pas cette clause, c'est pas parce que c'est réceptionné que vous pouvez plus rechercher la garantie de vos constructeurs. Mais dans ce cas-là, il faut démontrer que le dommage qui est causé au tiers trouve son origine dans un désordre de nature lui-même décennale, c'est-à-dire de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des usagers. Voilà, donc clairement, là, d'avoir cette clause, ça vous permet, quelle que soit l'ampleur ou la cause surtout du dommage au tiers, de rechercher la garantie contractuelle de vos constructeurs. Donc là, je vous cite la jurisprudence sur la responsabilité en cas de désordre, la responsabilité décennale de l'entreprise en cas de désordre causé au tiers. Je vous fais aussi le rappel, alors je vous fais tous ces rappels parce que c'est nécessaire pour bien comprendre les conseils que je vous donne. Donc, rappel du mécanisme de la réception tacite, et oui, ça existe, et la dérogation à ce mécanisme. Donc, là, je ne reprends pas toute la procédure de réception, je prends uniquement au commencement aux OPR. Avant, il appartient à l'entreprise d'avertir le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de la date à laquelle il pense avoir achevé ses prestations. Après, le maître d'œuvre a un délai pour convoquer l'entreprise aux opérations préalables à la réception, les OPR. Et là, donc, au jour des OPR, qui est normalement à la date d'achèvement prévue par le contrat, il y a un procès-verbal qui est dressé sur le champ par le maître d'œuvre. Si l'entreprise est présente, elle est contresignée par l'entreprise. Si elle était absente et dûment convoquée, c'est précisé. Donc, au vu du procès-verbal des OPR et des propositions du maître d'œuvre, donc Exé 4 sur les formulaires Minefi, tout ça, Exé 5, c'est quoi l'Exé 5? C'est un projet, on va dire, de décision de réception où est joint la liste des réserves qui ont été notées lors des opérations préalables à la réception. Donc, sur cette base-là, sur le PV OPR et sur la base des propositions du maître d'œuvre, qui propose de réceptionner sans réserve, avec réserve, sous réserve, il fait la liste. Le maître d'ouvrage décide si la réception est prononcée ou si c'est prononcée avec ou sous réserve, et ça, c'est le formulaire Exé 6. Vous pouvez également refuser la réception, il y a un formulaire pour ça. Donc, la décision du maître d'ouvrage doit être notifiée au titulaire dans les 30 jours suivant la date des OPR. Donc, vous voyez, ça arrive vite, le temps que chacun fasse son travail, et le temps que l'exécutif signe votre décision peut dépasser les 30 jours. À défaut, qu'est-ce qui se passe? Les propositions du maître d'œuvre, c'est-à-dire l'Exé 5, qui vous a été notifié et qui a été notifié à l'entreprise, s'impose à vous. C'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité de rajouter des réserves ou de refuser la réception même. Voilà, c'est un mécanisme total de réception tacite. L'objectif, c'était de pallier la carence des maîtres d'ouvrage qui mettaient trop de temps à réceptionner. Parce que la réception est un droit pour l'entreprise. Donc là, ça a été mis dans le CCAG Travaux 2009. Donc là, je vous cite une jurisprudence quand même. Alors c'est sur la base de l'ancien CCAG, mais qui précise que la volonté clairement exprimée par le maître d'ouvrage de refuser de procéder à la réception fait obstacle au processus de réception tacite prévu par le CCAG Travaux. Donc si par exemple vous avez, je crois que dans ce dossier-là, c'était lors d'une réunion publique, l'exécutif qui avait clairement dit on ne réceptionnera pas l'ouvrage, ça a permis à la collectivité d'opposer une décision de non-réception tacite, si vous voulez, et d'empêcher la réception tacite. Donc, pour éviter toute difficulté et de se retrouver devant le Conseil d'État 6 ans après pour savoir si c'est réceptionné, pas réceptionné, avec, sous réserve, sans réserve,
il faut comment déroger à ce mécanisme de la réception tacite, et il faut prévoir l'obligation d'une décision expresse, alors il y a une faute, du maître d'ouvrage, que cela soit pour la réception ou la levée des réserves. Évidemment, voilà, pas de décision tacite du maître d'ouvrage. Également sur la réception des travaux en cas de marché à loti. Il faut déroger à l'article 41 du CCAG travaux qui prévoit une réception lot par lot. Il faut que la réception ait lieu à l'achèvement de tous les travaux relevant de l'ensemble des lots et prendre effet à la date de cet achèvement. C'est-à-dire qu'on prend pour date d'effet, point de départ des garanties post-contractuelles et d'appréciation du caractère apparent ou non des désordres, on prend la date d'achèvement du dernier des lots. C'est-à-dire si on a un lot qui traîne, qui a du retard, bah, ça impacte tout le monde, mais ce n'est pas de votre fait, c'est du fait de cette entreprise. Et vous, ça vous permet de ne gérer qu'une phase de réception, qu'une phase de garantie de parfait achèvement et une décennale qui expire pour tout le monde en même temps. C'est une usine à gaz si vous faites lot par lot. Vous pouvez avoir un lot réceptionné un an avant l'autre, et voilà, c'est comme ça, clairement, qu'on se prend les pieds dans le tapis et qu'on perd la garantie des constructeurs. Donc, postérieurement à cette action, elle se déroule normalement, c'est-à-dire que simultanément, à compter de l'achèvement du dernier des lots, on déroule comme pour tout le monde, on convoque tout le monde à des OPR uniques. Voilà, ce que je rappelle, permet d'uniformiser la procédure de réception d'opérations de travaux et de faciliter la procédure de réception, le suivi de la levée des réserves et la gestion des garanties post-contractuelles. Alors, petit rappel, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais ça a son importance, la distinction entre réception avec et sous réserve. Pourquoi je vous donne cette distinction? Parce que si on fait une réception avec réserve ou sous réserve, le point de départ d'établissement du projet de décompte final de l'entreprise et donc du lancement de la procédure de paiement pour solde n'est pas le même. Donc la réception sous réserve, c'est quoi? Sous réserve de l'exécution des preuves concluantes. Donc c'est quoi? Ce sont des essais de performance, je simplifie. Si vous prévoyez au sein de votre CCAP ou de CCTP, enfin en réception des essais de performance post-réception, la réception, elle est sous réserve de ces épreuves concluantes, l'atteinte des performances prévues à vos cahiers des charges, et une fois que vous avez ces épreuves concluantes, là, la réception, elle est prononcée. Si les épreuves ne sont pas concluantes, la réception, elle est rapportée jusqu'à ce que ça devienne concluant. C'est-à-dire, vous restez en responsabilité contractuelle, il n'y a pas de réception. C'est assez sécurisant pour des ouvrages, j'imagine pour vous des ouvrages d'art avec des performances définies, c'est très intéressant. Pour l'exécution de travaux de prestation, c'est quoi ça? C'est s'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché ou devant encore donner lieu à règlement n'ont pas encore été exécutées. Donc c'est l'absence de réalisation d'ouvrage. Ce n'est pas une malfaçon. Le maître d'ouvrage peut décider de prononcer la réception sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ses prestations dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la réception sous réserve. Le maître d'ouvrage précise la date à laquelle les travaux et prestations non réalisés doivent être exécutés. Donc ça, c'est sous réserve. La réception, elle peut être prononcée également avec réserve. Ça, c'est ce qui est le plus courant. C'est ce qu'on fait habituellement. Au titre de quoi? Au titre d'imperfection et de malfaçon, toujours détaillé en annexe de la décision de réception. Donc c'est lorsque la réception est assortie de réserve, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire par le maître d'ouvrage ou l'entité adjudicatrice. Et en l'absence de précision d'un délai, c'est 3 mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1 du CCAG travaux, c'est-à-dire la garantie de parfait achèvement. Donc si vous ne mettez pas de délai dans votre décision de réception, l'entreprise, elle a jusqu'à 3 mois avant l'expiration de la GPA pour lever les réserves. Vous voyez que c'est un délai qui est beaucoup trop long. Donc, il faut prévoir un délai. Et normalement, c'est à votre maître d'œuvre de vous le proposer, ce délai. Donc, au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, vous avez la possibilité de les faire exécuter aux frais et risques du titulaire après mise en demeure restée infructueuse. Ce que je vous rappelais, ça, c'est très difficile à mettre en œuvre. On est très frileux à le faire. Le mieux, c'est que l'entreprise revienne avec une menace de pénalité de retard. Et il faut aussi la menacer clairement au-delà des pénalités
de faire ça aux frais et risques. Pour autant, moi, je pense qu'en termes de gestion de votre garantie sur votre ouvrage, c'est pas du tout intéressant. Puis aussi, vous allez avoir un surcoût énorme, des frais avancés, vous allez partir de manière certaine dans une procédure de contestation de décompte si vous faites ça. Donc, c'est un nid à contentieux de faire ça. Et puis, c'est une mesure qui peut être jugée disproportionnée pour le maître d'ouvrage, alors que l'application de pénalité, c'est prévu à l'origine, il n'y a pas de problème. Voilà, vous faites votre décompte. C'est l'entreprise, clairement, elle ne laisse pas courir normalement le compteur. Donc, vous pouvez proposer au titulaire du marché de lever la réserve s'il accepte une réfaction de prix également. Si vous considérez que la malfaçon elle est mineure et que finalement vous pouvez en faire votre affaire, vous pouvez faire une réfaction. Alors, comment on estime souvent la question qu'on me pose cette réfaction? J'en ai aucune idée. Souvent, on essaie de déterminer quel est le montant des travaux de mise en conformité, puis on opère un abattement. Ou si c'est un impact sur la durée de vie de l'ouvrage, pareil. En principe, ça, on ne peut le faire que pour des imperfections et non de façon mineure. Parce que normalement, en cas d'imperfection majeure, on considère que l'ouvrage n'est pas achevé et vous devez normalement refuser la réception. Alors, voilà, c'est pareil. Donc, c'est ça, faible importance des imperfections, difficile présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réflexion et proposer au titulaire une réflexion des prix, c'est l'article 41.7 du CESE des travaux. Si il accepte ces réfractions, les imperfections qui l'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait par la réception et elle est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. Là, c'est un renvoi à l'autre point qu'on avait vu au-dessus. En application de l'article 4.1.7 du CCAG travaux relatif au marché public de travaux, le titulaire du marché de travaux doit réparer les imperfections pour lesquelles le maître d'ouvrage lui avait proposé une réfaction de prix. S'il a refusé, là, on bascule en réception sous réserve. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de réception. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme réception avec réserve? Vous pouvez réserver le non-repliement des installations de chantier. Voilà. Vous pouvez également prononcer une réception avec réserve de la mise en conformité des conditions de pose des équipements avec les spécifications des fournisseurs, toujours au terme de l'article 41.2 du CESG travaux. Donc, alors, c'est quoi l'intérêt de la réception avec sous réserve? Eh ben, la réception avec réserve, elle ne fait pas obstacle au point de départ de procédure de règlement pour solde du marché. C'est-à-dire, dès que vous avez vos OPR qui commencent à courir et votre décision de réception qui intervient, votre exercice, l'entreprise, elle peut établir et notifier son projet de décompte final au maître d'œuvre. Et donc, c'est quoi? C'est le point de départ du paiement pour solde, c'est le mécanisme prévu par le CCAG travaux, c'est le point de départ d'application d'intérêt moratoire le cas échéant. Donc, ça peut être très gênant si vous avez beaucoup de réserves à lever. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors que la réception sous réserve, là, l'article 41.5 du CSG travaux avec un autre article, clairement vous permet de retarder le point de départ d'établissement du projet de décompte final de l'entreprise. Qu'est-ce que nous dit l'article 41.5 S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant coordonner le règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception sous réserve que les titulaires s'engagent à exécuter ces prestations dans un délai La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès verbal des opérations préalables à la réception prévue à l'article 41.2 du CCAG travaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec une réception sous réserve, vous avez le PVOPR. Dans le maître d'œuvre vous propose, avec son exercice, de réceptionner sous réserve d'une liste de réserves. Et vous, dans votre exercice, vous dites sous réserve de remédier dans un délai qui doit être inférieur à 3 mois de ces imperfections, pas d'imperfections, pardon, par exemple, des épreuves ou de non-façon. Là-dessus, une fois que les réserves sont levées, vous refaites des OPR, en fait. C'est-à-dire que vous ne prenez pas un procès verbal de levée des réserves, vous refaites
l'opération de réception. Il y a de nouveau les opérations préalables à la réception. Il y a de nouveau un exé 5, une proposition de réception. Et il y a de nouveau une réception qui peut être le cas échéant, cette fois-ci, avec réserve. Et là, c'est le point de départ, vous voyez, dans ce cadre, seul un procès-verbal de levée de réserve des travaux à réaliser, établi selon les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations à la réception, c'est-à-dire contradictoirement avec signature des titulaires, vos points de départ de l'émission du projet de décompte final. C'est l'article 13.3.2 du CCAG travaux qui dit « Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5 précédemment cité, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. » Notre conseil, c'est quoi? Parce que, clairement, la réception sous réserve, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est d'étendre le mécanisme de la réception sous réserve à la réception avec réserve, c'est-à-dire aux imperfections, malfaçons mineures. Pour ça, il faut déroger au point de départ de lancement de la procédure d'établissement du décompte général en cas de réception avec réserve, et ce, au même titre qu'une décision de réception sous réserve. La décision, cette fois-ci, le procès-verbal de levée des réserves, signé par le maître d'ouvrage, valant point de départ de l'émission du projet de décompte final du titulaire. Ça, franchement, il faut absolument que vous le prévoyiez en dérogation de votre CCAP. Pourquoi? Parce qu'il y a un point qu'on va aborder là après, qui est le décompte général et définitif tacite, qui est extrêmement dangereux. Et au-delà de ça, aussi sur les effets d'une réception avec réserve et l'émission d'un décompte qui ne reporte pas financièrement les réserves prononcées, il faut absolument déroger parce que vous allez vous retrouver dans une espèce d'impasse où, en fait, ça devient déraisonnable. Clairement, je vais vous expliquer comment ça se passe après, mais si vous ne faites pas cette dérogation, vous allez vous retrouver à faire des choses pour préserver vos intérêts qui sont, à mon avis, un peu disproportionnées. Donc, notre conseil, dans l'hypothèse où la réception est assortie de réserve, les délais nécessaires à l'exécution des travaux doivent être fixés par le maître d'ouvrage au sein de sa décision de réception, exé 6, sur la proposition du maître d'œuvre, exé 5. Effectivement, ce que je vous disais, des fois, les entreprises peuvent procéder à la levée des réserves jusqu'à 3 mois avant l'expiration de la GPA, et ce, sans sanction. Le délai au sein de la décision de réception permet, en cas d'inexécution dans le délai fixé, d'une part, l'application de pénalités, si vous avez prévu des pénalités pour retard dans la levée des réserves, et d'autre part, les travaux peuvent, après mise en demeure reste infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Procédure, je regarde quand même si vous n'avez pas des questions, s'il y a une question. Quel est l'article exact de réception tacite? Bonne question. On va regarder tout de suite. Je ne vous l'ai pas mis. C'est l'article, si j'ai dû le citer, je pense. Je vais regarder, attendez. Je ne l'ai pas mis. Alors, l'article de la réception tacite, c'est dans lequel le maître d'œuvre, oui, verbal, dans le certain, c'est pas. Alors, voilà, c'est ça. Donc, c'est l'article 41.3 du CCAG travaux, troisième alinéa, qui dit, sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut des décisions du maître de l'ouvrage notifié dans le délai précisé ci-dessus, donc 30 jours à compter les OPR, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître d'ouvrage et au titulaire. Donc voilà, je vous l'écris, c'est 41.3 du CCAG travaux. Donc, on va aborder la réception, le décompte. Je suis désolé de tout balayer, je ne suis pas très doué en informatique. Procédure de règlement pour solde. Alors là, franchement, usine à gaz, même pour nous qui la pratiquons régulièrement.
Donc, je vous rappelle l'effet du décompte général et définitif. L'effet du décompte général, après la réception, il y a un second palier. La réception, c'est la fin des relations contractuelles en ce qui concerne la réalisation technique de l'ouvrage. Et là, il y a le second palier où là, derrière, il n'y a plus de relations contractuelles, sauf certaines mesures à prendre, qui empêchent la recherche de la responsabilité contractuelle des entreprises. Donc, c'est quoi Donc, c'est l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics, y compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Donc ça, la décision de principe là-dessus, c'est le Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, donc qui est la première décision du Conseil d'État sur les effets des décomptes généraux et définitifs à l'encontre du maître d'ouvrage, jurisprudence qui est extrêmement sévère à l'égard du maître d'ouvrage. Donc c'est ça, en effet, la réception demeure par elle-même sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retard ou de travaux supplémentaires dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. De surcroît, les réserves non levées à la réception doivent être réservées dans le décompte général sous peine d'être considérées comme abandonnées et d'interdire au maître d'ouvrage toute réclamation correspondant à ces sommes. Extrêmement sévère. C'est-à-dire, vous prenez une décision de réception avec réserve, sous réserve. Si vous ne repartez pas, attention, alors on vous dit réserve, ça veut dire quoi des réserves dans le décompte? Des réserves, c'est pas, vous prenez pas un décompte en disant sous réserve des réserves. Il faut être extrêmement précis, c'est-à-dire qu'il faut lister les réserves dans un document, dans votre décompte, dans un document annexe, et il faut aller plus loin que ça, il faut chiffrer ces réserves. C'est-à-dire, il faut prévoir une provision du coût des travaux nécessaires à la levée de ces réserves. Si vous ne faites pas, moi, à mon sens, votre décompte, même si vous avez prévu une réserve au titre des réserves, ça vaut lever des réserves. Alors, on a beaucoup de réserves, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, la réserve, au même titre que la réserve au stade de la réception, la réserve dans un décompte doit être une réserve financière précise. S'il apparaît au maître d'ouvrage que la responsabilité contractuelle du titulaire est susceptible d'être engagée au titre de faute commise dans l'exécution du marché, donc il y a dans les réserves, il y a les défauts d'exécution, il y a les pénalités également, ce dernier a la possibilité de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'insortir le décompte de réserve. C'est-à-dire, ce que vous dit le Conseil d'État dans cette décision de principe la commune de Reillac de 2017, c'est que si jamais finalement vous n'êtes pas en mesure de faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de chiffrer le montant des réserves ou d'estimer parce que par exemple vous n'avez pas dérogé à la date de point de départ de votre procédure de paiement pour solde, vous n'êtes pas en mesure de chiffrer le montant total des pénalités pour retard dans la levée des réserves, parce que c'est ça, c'est que d'un côté vous avez des pénalités applicables pour retard dans la levée des réserves et de l'autre vous devez établir le décompte si vous n'avez pas dérogé. On marche sur la tête, vous voyez bien, il faut absolument calquer le point de départ de l'établissement du décompte sur la date de levée des réserves, sinon vous ne vous sortez plus, vous tournez en rond, vous devez surseoir l'établissement, et là c'est impossible. Sinon gardez une provision en disant avec tant de plus par mois, je ne sais pas, je vous avoue, là vous rentrez dans une usine à gaz, votre décompte il devient totalement invisible, et c'est là où on fait des erreurs, clairement. Donc, nous, ce qu'on vous conseille dans ce cas-là, c'est, en plus de la formulation de réserve à la réception, il vous appartient soit de surseoir à l'établissement du décompte général jusqu'à ce que le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves puisse y être intégré. Normalement, vous n'avez pas ce problème si vous avez dérogé au CCAG, s'agissant de la réception avec réserve, soit d'y reporter en moins-value le montant de ces travaux, c'est-à-dire les travaux nécessaires à lever des réserves. Pour autant, gros problème, ça marche bien, sauf que pour les marchés avec le CCAG Travaux 2009 dans sa version post-2014, ça ne marche plus. Ça marche plus parce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place qui s'appelle le décompte général et définitif tacite à l'initiative de l'entreprise,
qui permet de sanctionner le maître d'ouvrage qui n'aurait pas transmis son décompte général dans le délai fixé par le CCAG. Donc là, je vais vous lire l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, parce que c'est une procédure qui est très surprenante et très rapide, et clairement, tous les maîtres d'ouvrage tombent dans le panneau. Donc, si un représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans le délai stipulé à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur avec copie au maître d'œuvre un projet de décompte général signé. Donc, c'est-à-dire, si vous ne transmettez pas votre exercice dans le délai de 30 jours qui suit la date de notification du projet de décompte final de l'entreprise, cette dernière a la possibilité, sans vous mettre en demeure, sans rien, de vous envoyer en courrier en vous disant à défaut de transmission du décompte général dans le délai de 30 jours qui suit mon projet de décompte final, je vous prie de bien trouver le 6 juin mon projet de décompte général. Qu'est-ce qui se passe à compter la réception de ce document par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre? Et bien là, vous avez, je poursuis, donc là, vous avez, on vous dit de quoi doit être composé le projet de décompte général. Dans un délai de 10 jours à compter la réception de ces documents, donc de ce courrier, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général est définitif et alors établi dans les conditions du 13.4.3. Si dans ce délai de 10 jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par les titulaires devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde hors révision de prix définitive court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans le délai de 10 jours qui suit la notification du projet de décompte général de l'entreprise, vous ne notifiez pas le décompte général, le projet de décompte général envoyé par l'entreprise devient définitif. Évidemment, dans ce projet de décompte général, il n'y a pas les pénalités, il n'y a pas le coût nécessaire à lever des réserves, il n'y a peut-être même pas la garantie à première demande, il n'y a peut-être pas la caution bancaire. Voilà, il y a des choses, vous perdez tout, clairement. Et c'est implacable. Après, je reviens en arrière. Qu'est-ce que vous dit Commune de Reilhac? Si vous n'êtes pas capable d'établir des comptes généraux, on vous dit que vous pouvez surseoir à son établissement. Est-ce que ça veut dire que si on notifie un courrier dans le délai de 10 jours au titulaire en disant du fait de vos manquements et du fait que vous n'avez pas levé les réserves, je suis dans l'incapacité d'établir le décompte général et je sursois à son établissement, est-ce que c'est suffisant? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Moi, à mon avis, c'est insuffisant parce que ce n'est pas suffisamment précis. Il vaut mieux, tant pis pour l'entreprise, si elle veut jouer à ça, lui notifier dans le délai de 10 jours un décompte général avec des moins-values monumentales, des provisions pour retard dans la levée des réserves de des pénalités, des provisions pour travaux restant à réaliser pour la levée des réserves. Et là, vous vous retrouvez avec un décompte général, avec un solde négatif. Voilà. Mais vous avez 10 jours pour le réaliser, et je vous dis, c'est chaud à faire. Parce que si votre décompte général n'est pas régulier en la forme, eh ben, je pense que le projet de décompte général que vous envoyez à l'entreprise, il devient définitif. Bien sûr, le DGD tacite a les mêmes effets que le décompte général et définitif qui aurait été établi par le maître d'ouvrage. Ça, c'est une décision très récente du 25 janvier 2019. Donc, notre conseil, c'est quoi? Pour éviter tout problème, le décompte général et définitif, c'est pas d'ordre public, ben, il faut déroger à la possibilité pour le titulaire d'obtenir un DGD tacite, au même titre que la réception tacite, le décompte général et définitif ne pouvant résulter qu'une décision expresse du maître d'ouvrage. Là, vous n'avez plus de problème. Donc, je vais regarder si vous avez des questions. Alors, puis on a une bonne question de Jordan, là. Donc, du coup, si l'entreprise ne donne pas les plans de récolement, donc les DO dans un délai de 30 jours, par exemple, effectivement, ça, c'est votre CCAG de travaux qui prévoit qu'à compter de la réception, elle a un délai de 30 jours pour transmettre les DOE. La réception tacite s'impose et les réserves sont levées par défaut. Super question. On a un client, gros maître d'ouvrage parisien, qui vient de nous poser la question. Et je vous avoue que, à mon sens, malheureusement, si vous n'avez pas, si votre maître d'œuvre ou si vous n'avez pas prévu une réserve au titre de la transmission des plans de récolement, c'est-à-dire des dossiers d'ouvrage exécutés, et quand bien même c'est prévu par votre contrat,
il faut faire une réserve. C'est un risque. C'est-à-dire que, premièrement, si vous n'avez pas prévu de pénalité, vous ne pouvez plus lui demander la transmission. Si vous n'avez pas prévu de pénalité pour retard dans la réserve, vous n'avez pas de sanction. Et là, vous n'avez plus de moyens d'obtenir ces DOE. Pour tout vous dire, pour cette entreprise, pas une entreprise, mais ce gros maître d'ouvrage, on a fait un référé mesure utile pour pouvoir obtenir les DOE. C'est-à-dire qu'on a demandé au juge de prononcer une injonction sous astreinte à cette entreprise d'envoyer ses dossiers d'ouvrage exécutés. On a eu de la chance, en face, ils n'ont pas vu l'absence de réserve. Mais clairement, il nous aura mis ça constitue une contestation sérieuse. Est-ce que oui ou non, ces documents sont dus au titre du contrat, à défaut de réserve? Et là, à mon avis, il n'y a que le juge du fond, au bout de 2 ans, qui nous aurait permis d'avoir les DO. Parce que l'entreprise, en réalité, ils ne les avaient pas réalisés, ils ne voulaient pas les transmettre. Il y avait des problématiques d'études acoustiques également. Donc clairement, si vous avez un exé 5 d'un maître d'œuvre qui vous est notifié et il n'y a pas de réserve sur la transmission des DOE, le risque, c'est effectivement qu'il y ait une décision de réception tacite avec une absence de DOE à vous transmettre. Oui, exactement, il faut mettre des pénalités pour anticiper la non-transmission. Ça vous permet en plus, à la limite, si vous n'avez pas fait de réserve, de quand même appliquer les pénalités. Parce que c'est prévu par votre contrat. Au même titre, clairement, vous dites, vous devez transmettre sous un mois, selon l'article, j'ai oublié, 41.7, je crois, du CCAG Travaux, vos DOE dans un délai d'1 mois après la réception. Ça n'a pas à être réservé. Dans ces cas-là, on peut le prétendre. Et dès que les 1 mois sont dépassés, vous appliquez des pénalités pour retard. Et encore mieux, vous dérogez, vous prévoyez que le DOE il doit être transmis au jour de la réception et vous appliquez des pénalités dès le jour de la réception s'il n'y a pas de DOE. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la réception, les décomptes. On pourra en reparler après, sinon. Je vais terminer avec les CCAGPI. Ça va être très très rapide. Peut-être qu'il y aurait plus de questions là-dessus. Donc, marché de maîtrise d'œuvre. On applique en principe le CCAG-PI, prestation intellectuelle. Alors, je vais hyper vite là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Le CCAG-PI, il n'est pas très adapté aux opérations de travaux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est calqué sur le fourniture courante et services, qu'on parle de livraison, qu'on parle voilà, c'est pas très adapté. Certes, c'est une prestation intellectuelle, la maîtrise d'œuvre, mais c'est un constructeur. Et donc, je trouve que le CCAG-PI, il est mal rédigé très généralement. Mais voilà, c'est comme ça. Il n'y en a pas d'autres pour le moment. Je ne sais pas si ça va changer. Vous savez, il y a une réforme des CCAG en cours. Donc, peut-être qu'on aura quelque chose de plus performant. Alors, voilà, il y a 4 points. Pour avoir un CCAP de maîtrise d'œuvre un peu efficace, il faut prévoir dans vos CCAP des délais pour la validation des documents d'exécution essentiels, notamment le visa. L'entreprise transmet son plan exé pour visa, ses études, ses calculs. Il faut qu'à compter la notification de l'étude, le maître d'œuvre, il a un délai pour les valider, un délai raisonnable, à fixer en fonction de la nature de l'opération. Idem, très, très intéressant. Il faut prévoir un délai pour la validation des projets de décompte mensuels des entreprises, ainsi que du projet de décompte final. Et des pénalités en cas de retard dans la validation de ces documents. Alors, c'est quoi vous savez, si vous tardez à payer les entreprises, même en cours d'exécution, vous avez des intérêts moratoires assez importants qui sont de droit. C'est même pas à votre CCAG de le prévoir, ni à votre CCAP. Dans ces cas-là, pour vous couvrir, il faut marquer votre maître d'œuvre et lui prévoir lui-même des pénalités qui, le cas échéant, vous permettraient de couvrir les intérêts moratoires que vous seriez amené à verser à l'entreprise du fait de ce retard. C'est ça l'objectif. Et notamment sur le projet de décompte final. Indispensable. Alors, c'est des clauses qui sont un peu compliquées à rédiger, je trouve. Mais bon, ça vaut le coup.
Vous devez également prévoir l'établissement d'un décompte général par le maître d'ouvrage dans le cadre des marchés de maîtrise d'œuvre. Pourquoi? La décision de 2017 commune de Reilhac, elle ne dit pas seulement que le maître d'ouvrage doit surseoir à l'établissement du décompte ou mettre des réserves. Elle dit, parce que c'était un litige avec un marché de maîtrise d'œuvre, elle dit qu'il n'y a pas de décompte général prévu dans le CCA-GPI et que donc le simple paiement pour solde sur la base de la facture finale du maître d'œuvre équivaut à un décompte général et définitif. Voilà, vous n'avez même pas un document, vous n'avez même pas la possibilité de faire des réserves. Le simple fait de solder votre marché de maîtrise d'œuvre, il a un décompte général et définitif. C'est fini. Vous ne pouvez plus venir le chercher, que ce soit au titre de ses manquements au cours de l'exécution des travaux, que ce soit au titre de ses manquements à sa mission direction de l'exécution des travaux et de validation des décomptes mensuels et d'établissement du compte général. Et vous ne pouvez plus venir chercher au titre de ses manquements sur sa mission AOR s'il n'a pas réservé les désordres, s'il a manqué, il a été défaillant dans le suivi de la GPA. Donc, il faut prévoir un décompte général. Comme ça, vous avez la main. Et si, comme il n'y a pas de décompte général et définitif tacite dans le CCA-GPI, vous avez la main, vous pouvez surseoir à l'établissement. Il est obligé de saisir le juge, de vous mettre en demeure et de saisir le juge pour avoir un décompte. Sauf que là, reconventionnellement, on peut venir demander, nous, nos propres préjudices, et clairement, il n'a aucun intérêt à le faire. Donc, vous devez également prévoir un délai de saisine du tribunal administratif après réclamation post-décompte général, comme au sein de l'article 50 du CCAG Travaux. En effet, à défaut, seule la déchéance quadriennale des créances publiques serait opposable au titulaire. C'est-à-dire, je reprends la procédure de règlement des différends du CCAG Travaux, uniquement post-décompte. Vous le savez, si s'il veut contester et faire une réclamation contre votre décompte général, et sous réserve qu'il ait déjà formulé et fait ses demandes au sein de son projet de décompte final, sinon il est tenu par son projet de décompte final, l'entreprise doit, dans un délai de 30 jours qui suit la notification du décompte général, vous notifier un mémoire à réclamation. À compter de la notification de ce mémoire à réclamation, vous avez 30 jours pour dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et si vous ne dites rien, il y a une décision expresse de rejet du mémoire à réclamation qui naît et qui fait partir un délai de 6 mois sous peine de forclusion pour saisir le juge UTA ou le CIRA, Comité consultatif de règlement amiable des différends, ou le médiateur également. Donc, c'est-à-dire, si vous envoie un mémoire à réclamation et qu'il ne fait rien pendant 6 mois et 30 jours, je simplifie, il est réputé finalement de ne pas avoir fait de mémoire à réclamation et le décompte général devient définitif. Il est irrecevable à saisir le juge. Il n'y a pas ce mécanisme dans le cadre du CCAG-PI. Il n'y en a pas non plus. En fait, aucun des CCAG, hormis le CCAG Travaux, prévoit un délai de saisine sous peine de forclusion. Donc, si vous ne voulez pas attendre 4 ans et presque 5 ans, parce que c'est ça le délai de prescription quadriennale, avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête qui peut être interrompue en plus par l'envoi de simple courrier recommandé, vous mettant en demeure de payer ce qui vous estime dû, il faut prévoir un délai sous peine de forclusion post-décompte. Il y a déjà un délai dans le CCAG-PI, dans l'article 37, qui vous dit qu'à compter de la naissance d'un différend, l'entreprise, le maître d'œuvre a un délai de 30... il a un délai de 2 mois, pour faire un mémoire à réclamation. Passé ce délai, il est réputé, il y a une forclusion, il est réputé avoir accepté finalement l'addition du maître d'ouvrage de rejet de sa réclamation. En revanche, s'il fait bien ce mémoire à réclamation de délai de 2 mois, il n'a pas de délai pour saisir le juge. Donc, idem pour contestation du décompte, idem pour... Donc là, vous vous retrouvez avec un contentieux qui peut tomber pendant 4 ans. Je rappelle que les dispositions du Code de justice administrative ne sont pas applicables dans le cadre des relations contractuelles et notamment, pas toutes les dispositions, uniquement les dispositions relatives aux modalités d'expiration du délai de recours contentieux de 2 mois. Voilà. La seule chose, il y a un avis du Conseil d'État assez récent là-dessus qui dit que seul le contrat fait la loi des parties et que s'il n'y a pas de délai de saisine au sein du contrat, c'est le délai de prescription quadriennale qui s'applique. Donc, dérogé. Également important, parce que ce n'est pas prévu de droit au sein du CCAG-PI 2009, c'était prévu
au sein du 78, vous devez prévoir expressément la possibilité de résilier aux frais et risques du titulaire en cas de faute. Sinon, vous ne pouvez résilier que pour faute, entre guillemets, dite simple, c'est-à-dire, il a commis des fautes, vous résiliez, voilà. Et vous n'avez plus de maître d'œuvre. Vous repartez à zéro. Donc, si jamais, ce qui est rarissime en cas de marché maîtrise d'œuvre, mais si vous en arrivez jusqu'à vouloir résilier votre marché maîtrise d'œuvre parce que ça ne va pas du tout et vous voyez que ça ne va pas marcher, prévoyez cette clause de résiliation frais, sinon ça va vous coûter les yeux de la tête. Pourquoi? Parce que si vous avez un nouveau maître d'œuvre, au-delà des problématiques de propriété intellectuelle qui s'attachent au marché de maîtrise d'œuvre, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va reprendre le risque de ce qui a été exécuté par l'autre maître d'œuvre et qui va pas vous surfacturer, mais vous facturer l'aléa et le risque. Donc là, vous allez avoir des pertes en ligne assez énormes. Je profite également de rappeler, si jamais vous avez un gros problème sur le décompte général et définitif et que vous avez un maître d'œuvre qui a la mission DET, en principe il l'a, si votre maître d'œuvre qui reçoit le projet de décompte général en même temps que vous ne vous alerte pas dans le délai de 10 jours sur le fait qu'il faut établir un décompte général et qui ne vous invite pas à répercuter les réserves financièrement et les pénalités, vous pouvez engager sa responsabilité au même titre qu'un défaut de conseil au stade de la réception. Il est responsable intégralement de l'impossibilité pour vous d'appliquer les pénalités et d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise au titre de sa défaillance dans l'exécution des travaux. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi désactiver votre micro. C'est plus simple. Ouais. Et par contre, juste après la prise de parole, il faudra désactiver le micro pour pas qu'il y ait d'interférence. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas, même si vous avez des questions, pas forcément en rapport. Si je peux vous répondre. Visiblement, il n'y a pas de questions. J'ai été extrêmement clair. Voilà. Non, n'hésitez pas, si vous avez même des questions derrière par mail, à me les poser. Là, il y a eu quand même pas mal d'infos. C'est un peu lourd. Je vous avoue, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Ça dépend du degré aussi, de votre degré de connaissance du CCAG travaux. Mais voilà, notre conseil au cabinet, soyez vigilants. Si vous avez le moindre doute, vous recevez un document, vous ne savez pas quoi faire, vous posez la question. Voilà. Bonjour. Oui. Une petite question. Donc, c'est une Camix Télé Lot Média. Dans le cas, on peut avoir le cas, on a eu déjà le cas sur des marchés de travaux de prestations intellectuelles où les dernières prestations, les prix étaient plutôt bas sur les dernières lignes de prix à payer en fin de travaux. Oui. Il faut difficulté à faire réaliser ces travaux sur la fin. Donc, c'est vrai que même avec les pénalités de retard, c'est compliqué à faire exécuter. Quel conseil vous donnez sur ce sujet-là? Clairement, en fait, ce qu'il y a de bien avec les pénalités de retard, c'est ce que je vous disais, c'est qu'elles sont fixées normalement sur le montant global du marché, avenant compris le cas échéant. Donc, si vous avez finalement des menus travaux en fin de chantier qui n'ont pas de grosse ligne de prix, c'est-à-dire pour eux, le non-paiement de ces prestations n'est pas dissuasif, eh ben, il faut prévoir une pénalité. Un 3 millième, ça peut être suffisant en fonction du montant du marché, mais il faut prévoir une pénalité, clairement. Pourquoi pas 1 millième? C'est assez courant, 1 millième. Je sais qu'un millième, en fonction du montant global et puis du retard qui est appliqué, c'est dissuasif. Une entreprise, je vous avoue, même un 3 millième sur un montant de marché important, c'est énorme pour une entreprise. En plus, elle ne récupère pas sa revenu de garantie, elle n'est pas payée l'intégralité. Normalement, c'est censé être dissuasif. Après, notre conseil, si elle s'acharne à ne pas vouloir le faire, c'est de faire de l'exécution aux frais et risques. Pas forcément une résiliation aux frais et risques,
mais d'utiliser la mesure coercitive qui est la poursuite de l'exécution des travaux aux frais et risques. C'est-à-dire, vous avez, j'utilise des termes anciens, vous faites une mise en régie du marché, vous faites intervenir un tiers, vous informez, après mise en demeure, bien sûr. Vous le mettez en demeure, vous lui dites, on va faire une poursuite d'exécution aux frais et risques à défaut d'exécution sous un délai de 15 jours. Vous faites intervenir une autre entreprise qui accepte d'intervenir. Vous lui faites le droit de suite, c'est-à-dire vous dites quelle entreprise qui intervient, quand est-ce qu'elle intervient, combien ça coûte son intervention, et vous reportez au sein de son décompte général le montant de cette intervention. Si le décompte du marché a un solde négatif, vous avez la possibilité d'émettre un titre exécutoire si votre décompte général devient définitif. Sinon, on part dans une discussion avec elle. Et si votre décompte général est positif, vous payez le reliquat, le solde, et vous avez à charge pour l'entreprise de faire un mémoire en réclamation et de saisir le juge le cas échéant. Voilà. Après, voilà la difficulté, c'est de trouver des entreprises qui acceptent d'intervenir sur le chantier d'un autre. Normalement, une pénalité, c'est dissuasif. Merci pour cette précision et merci pour la présentation. C'est complet. Il y avait juste une petite question sur la maîtrise d'œuvre, pour m'assurer d'avoir bien compris. En fait, vous conseillez de faire à la fois un décompte général définitif, mais aussi des décomptes à chaque facture. Pour le maître d'œuvre ? Et pour le maître d'œuvre. Ouais, non. Alors, attention, ce qui n'est pas possible en marché de travaux, mais qui est possible en CCA-GPI, pour des natures de prestation de services, il est possible de prévoir des paiements partiels et définitifs. Il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez payer une facture, vous allez vous voir opposer potentiellement les effets d'un décompte général et définitif. Donc, à mon sens, il faut prévoir uniquement pour maîtriser la gestion de la fin de votre marché de maîtrise d'œuvre, l'établissement d'un décompte général express du maître d'ouvrage pour avoir la main. C'est-à-dire éviter, parce qu'on sait comment ça marche, d'avoir la facture qui arrive dans un autre service. Vous êtes sur le terrain, vous savez qu'il y a des réserves non levées, qu'il y a un gros problème avec le maître d'œuvre qui ne fait pas son travail, et le service financier, il n'est pas au courant, il paye. Et si vous avez en face un maître d'œuvre malin, et bien alors là, il ne fait plus rien. Donc, il faut juste cette phase du décompte général. Et si vous veniez à solder le marché par mégarde, il n'y aurait pas de document à vous opposer. Ça ne deviendrait pas pour autant définitif. Voilà. Donc, il faut prévoir un décompte express uniquement en fin de marché de maîtrise d'œuvre. Voilà, c'est mon conseil. Après, des décomptes, vous le payez normalement sur un compte pour le reste, ou par phase plutôt, par phase de mission, mais sans paiement partiel et définitif. Parce que sinon, vous ne pourriez plus revenir sur sa responsabilité. Je ne sais pas, je donne l'exemple aussi de sa mission APS, AVP. Et vous vous rendez compte en DET qu'il a commis des défauts de conception. Ça deviendrait problématique. Ah, Jordan. Alors, je n'ai pas de micro. J'ai un maître d'œuvre qui a obtenu un marché récent avec un calendrier d'exécution qui commence à l'attribution. Ok, toutefois, il a déjà du retard à cause du Covid. Ok. Et n'est pas en mesure de respecter le calendrier d'exécution pour lequel il a pour autant répondu. Or, on a prévu un affermissement d'une tranche en novembre, et du coup, ça va décaler, car il sera hors délai. Mis à part des pénalités, que peut-on faire pour adapter le délai et éviter un avenant sur le marché ? Donc, là, vous avez un maître d'œuvre qui vous dit Covid. Alors, c'est toujours le problème avec le Covid, enfin la Covid, c'est que si c'est vraiment imputable à la crise sanitaire, on ne peut même pas le sanctionner. Bon, après, c'est un prétexte, normalement. Si votre marché il a été notifié postérieurement au confinement, en principe, ce n'est pas applicable. Et puis, les mesures transitoires étaient applicables jusqu'à fin juillet, donc là, normalement, on est tranquille. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous n'avez pas de pénalité, vous avez des pénalités, alors j'espère qu'elles ne sont pas dérisoires, vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est ça qui est gênant, quoi. Il ne faut pas avenanter, ça c'est sûr. Il ne faut pas avenanter, parce que du coup, ça viendrait entériner le dérapage. En revanche, il faut le menacer de la prise en charge pour lui
de tous les préjudices que vous viendrez à supporter du fait de son retard. Assez clairement. Il faut lui dire, écoutez, vous ne respectez pas vos délais. Au-delà du fait que je puisse résilier votre marché pour faute, peut-être offrir risque si votre CCAP le prévoit, je vous préviens que vous supporterez tous les conséquences dommageables de votre retard. Voilà, au-delà des pénalités. En début de chantier, c'est un peu gênant, hein, je vous avoue. Mais bon, il faut le marquer. C'est ça qui est gênant. Un maître d'œuvre, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein, parce que si vous le lâchez, vous repartez à zéro. Hein. Ça vaut le coup souvent de traîner un mauvais maître d'œuvre. Je ne sais pas s'il y a des maîtres d'œuvre qui nous entendent, mais que de le résilier. Et de l'appuyer, en fait, de le marquer que de résilier. Voilà. En revanche, clairement, pas d'avenant, je vous le dis. Alors, c'est une tranche, conditionnelle au sein du marché de maîtrise d'œuvre ou du marché de travaux? D'accord. Donc, vous savez que vous avez la possibilité, au sein de votre CCAGPI, de résilier sans indemnité en fin de phase votre marché. C'est très intéressant. Donc, vous pouvez lui dire que s'il ne fait pas bien le boulot, pour la tranche conditionnelle, ça ne sera pas lui. Parce qu'il y a un manquement. Voilà. Si on peut affermir qu'en janvier, ça se passe comment? Pour moi, vous devez appliquer les pénalités. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Je suis désolé pour vous. Vous êtes un peu désarmé. Après, il faudra regarder votre contrat un peu plus précisément. Mais ouais, vous avez raison de rigoler. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. À moins que quelqu'un ait une idée. En tout cas, il faut bien marquer les choses pour pas que ça se retourne contre vous avec les entreprises de travaux. C'est bien de dire que le retard dans l'affermissement de la tranche est dû à la défaillance du maître d'œuvre. D'où l'intérêt d'écrire par courrier recommandé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Prévenir la réclamation des entreprises. Vous savez, région Haute-Normandie dit que c'est la fin du guichet unique. Si votre maître d'œuvre il est défaillant, les entreprises ne peuvent pas venir directement vous voir vous maître d'ouvrage. Il leur appartient d'engager la responsabilité quasi délictuelle du maître d'œuvre qui aura été défaillant. Voilà, s'il y a un allongement de délai du fait de sa défaillance. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, j'ai une question sur des marchés de travaux où il y a la fourniture d'éléments préfabriqués, des poncades en fait qui sont très chers et où on est soumis aux aléas climatiques. En fait, là, on a le cas cette année, on a du mal à se fournir en poncades, ils vont arriver tard et on a peur que les débits des cours d'eau soient trop élevés pour qu'on puisse les poser. Et l'entreprise nous demande si c'est possible de leur payer la fourniture du poncadre, en fait, l'achat du poncadre, même s'ils ne le posent pas tout de suite. Donc, de faire un paiement partiel du. On est dans un cas particulier, vous le savez. Je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais vous êtes des personnes publiques. Vous avez normalement l'obligation après constatation du service fait. Si ce n'est pas fait, vous ne devez pas payer. Hein. Et si vous avez un maître d'œuvre, normalement, il doit vous dire de ne pas payer. Et puis, c'est dangereux de payer des prestations qui ne sont pas encore réalisées, en plus de ça. Parce que, en plus, pour avoir des dossiers avec des problèmes de débit, les réclamations pour travaux sup, parce qu'il a fallu mettre des pompes pour réduire les débits, que du coup, on a pris du retard, et qu'il y a des intempéries pas prévues au marché. Ça commence à... Voilà, méfiez-vous, je ne sais pas qui est l'entreprise en face. Méfiez-vous des réclamations, parce que sur des opérations de travaux, finalement, on est sur un truc bien ficelé, parce qu'on a prévu de faire ça, je ne sais pas, en septembre, octobre, et on se retrouve à faire ça en novembre, décembre. Là, vous avez des réclamations monumentales qui peuvent atteindre les 100%, 150% du montant du marché, juste du fait de l'augmentation du débit, et ça vous conduit souvent à faire des ajournements de chantier. Alors, si en plus,
vous avez payé des prestations qui n'ont pas été réalisées, ça devient compliqué. Et je vous avoue, je ne vois pas pourquoi cette entreprise aurait besoin d'avoir le paiement total des PONCAL. Après, voilà, c'est à vous de faire les risques. Hein. Si clairement vous n'avez pas le choix et que ça plante toutes vos opérations de travaux, c'est pas parce que c'est forcément illégal qu'il ne faut pas le faire. Mais je préfère vous dire que vous vous lancez dans des difficultés si l'entreprise en fait n'est pas droite. Hein. C'est ça le problème. Hein. Si elle n'est pas loyale, là vous partez dans un truc. Elle a des provisions hein, pour ça en principe. Hein. D'accord, donc ouais, c'est pas conseillé de. Non, parce que je vous avoue. Même si le pont cadre en fait est là, elle est dans dans l'entrepôt de l'entreprise et prêt à être posé, mais que c'est juste que en fait là en fait si on peut pas faire les travaux avant, comme c'est des cours d'eau en plus avec des saumons etc. On peut pas faire si on fait pas les travaux au mois de décembre, avant décembre, on peut plus les faire avant le mois de mai. Donc du coup là l'entreprise c'est à peu près la moitié du montant du marché. Elle doit avancer ça au fournisseur de pont cadre pendant 5 mois. Quoi. Ah ouais. Et donc elle le garde, elle l'a acheté, elle l'a, mais elle vous l'a pas apporté sur le chantier. Quoi. Bah, elle peut plus le poser en fait si les conditions sont pas bonnes, elle peut pas le poser. Ouais, vous avez peur clairement de devoir faire ça en mai et qu'elle garde ça. Ouais. Bon, là c'est l'entreprise en fait qui pose la question. Bah, le danger, c'est que finalement, après, voilà, je connais pas l'entreprise. Imaginons, elle tombe en liquidation. Je sais pas. Vous avez payé, vous n'êtes pas créancier chirographaire. Il fallait récupérer. C'est le problème. Hein. Moi, je sais pas. Si vous avez l'habitude, il y a une confiance. Effectivement, là, dans les faits, elle peut vous prouver qu'elle a commandé, qu'elle a réceptionné. Si elle vous facture pas la pause, dans l'absolu, vous pouvez justifier que le service il est fait, la commande elle est passée. En plus, il y a de l'intérêt général que vous m'expliquez que là, on n'est pas sûr de pouvoir faire en décembre et qu'on ne saura pas faire avant mai, et que si on ne les commande pas, ça sera, si je comprends bien, pour septembre de l'année prochaine. Donc vous avez des impératifs. En revanche, il faut vous assurer derrière que potentiellement elle a les reins solides pour que vous puissiez aller la chercher si elle venait pas à le poser. Quoi. Et deuxièmement, il faut valider en interne avec votre service financier sur la constatation du service fait qu'il n'y ait pas un blocage dans la mise en paiement parce que on peut vous dire, mais attendez, c'est pas posé sur le chantier, je ne paye pas. Et si vous avez un comptable public derrière, je ne sais pas sur quel, si vous avez le trésor public, il va vous dire, mais attendez, normalement ils vont pas jusque là, mais le service il n'est pas fait, quoi. Donc il ne faut pas payer. La créance n'est pas liquide, certaine et exigible, donc il ne faut pas payer. Et donc là, vous vous retrouvez avec une facture que vous ne pouvez pas payer. Toujours dangereux de payer des prestations qui ne sont pas entièrement réalisées, clairement. Mais ce que vous disiez vous disiez tout à l'heure que pour les marchés de travaux, un paiement partiel n'était pas possible. Oui, paiement partiel et définitif, attention. C'est le mécanisme du paiement partiel et définitif, c'est-à-dire on envoie une facture en cours d'exécution du marché. Cette facture, elle a un effet sur les relations entre les parties. C'est un paiement partiel et définitif. Et c'est-à-dire qu'en cours d'exécution, avant même l'achèvement total des prestations, il n'y a plus possibilité d'opposer, de faire des réclamations, si vous voulez. C'est comme des mini-décomptes généraux et définitifs au cours de l'exécution du marché. Ça, c'est interdit en marché de travaux. En revanche, des paiements partiels, c'est autorisé. Ce sont des paiements partiels et définitifs qui sont interdits. Vous pouvez payer partiellement, par acompte, par décompte. En revanche, il ne faut pas que ces acomptes ou décomptes aient l'effet d'un décompte général et définitif. Voilà. Ok. Et ça du coup, il faut que ça soit. Enfin, comment ça doit apparaître dans le. Le CCAG travaux de droit commun, il prévoit des paiements partiels par acompte, par décompte, et il prévoit un décompte général et définitif avec un paiement définitif qu'en fin de marché. Donc, si vous êtes en marché de travaux, pas de problème. Si vous êtes dans les autres CCAG, vérifiez juste que vous n'appliquez pas des paiements partiels et définitifs. Il ne faut pas l'appliquer, c'est tout. Moi, j'ai un dossier
où on a un article sur le paiement des prix. On ne parle pas du tout de paiement partiel et définitif dans la clause. En revanche, le titre, c'est paiement partiel et définitif. Et je vous dois dire si oui ou non, ça a l'effet d'un paiement partiel et définitif. Voilà. Donc, voilà, parce que là, en fait, on est saisi dans ce dossier. On s'est rendu compte qu'il y a une surfacturation en cours d'exécution de la part du prestataire. On est en moitié de marché, il a déjà atteint le montant total du marché. Parce qu'on a un paiement partiel et définitif, normalement, on ne peut pas récupérer les sommes indûment versées, sauf à démontrer la fraude ou le dol. Donc, vous voyez, c'est dangereux le paiement partiel et définitif. S'il n'y avait pas eu de paiement partiel et définitif, c'est très simple. Je mets en demeure l'entreprise de me restituer les sommes indûment facturées. S'il ne le fait pas, j'émets un titre exécutoire. Voilà. J'ai vu, il y avait d'autres questions. Que peut-on prévoir dans le CCAP comme clause claire pour report des délais en cas de débit trop important? Ah ouais, les clauses d'intempérie. Bah, c'est ça en fait, c'est au stade des clauses d'intempérie. Il faut que vous prévoyez... c'est dangereux de le prévoir en fait. Parce qu'en principe, vous avez des délais prévus déjà d'origine. En fait, si vous avez des reports de délai automatiques, le problème, c'est qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'allongement. Donc, à mon avis, il ne faut pas le prévoir. Voilà. Je sais que c'est un peu dur pour les entreprises. En revanche, si vous décalez l'intervention, ce n'est pas la même chose. Mais si dans le délai initialement prévu, finalement, il pleut plus que prévu, c'est à lui d'aller sur le terrain de la suggestion imprévue. Vous n'avez pas à allonger les délais. Hein. Voilà. Sauf à démontrer qu'il y avait un gros bug dans votre CCAP, votre marché, et dans les données d'entrée, en précisant que ce que vous avez prévu comme débit est complètement contradictoire avec la moyenne constatée sur place. Voilà. Donc là, il y a une autre question. Bonjour, nous n'avons pas eu ce cas l'an dernier. Le fournisseur n'a pas pu livrer dans les temps. Les travaux ont été reportés de 6 mois, puis Covid. L'entreprise ne nous a pas demandé d'avance sur le paiement du pont et nous aurions accepté car il connaissait les contraintes en période de pause et a prévenu son fournisseur. Après, voir son fournisseur. Ah oui, c'est sur la réponse à donner, d'accord. Ok. Donc, sur la question qui vient d'être posée, retour d'expérience intéressant, ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je peux repréciser des choses aussi, si je n'ai pas été suffisamment clair. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer tout simplement la webconférence. Je vais en profiter pour envoyer une petite enquête de satisfaction pour que chacun puisse me faire part de son retour concernant la webconférence. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans l'enquête. Donc là, je l'envoie de suite. Il y a un lien qui a été envoyé via la bulle de conversation. Donc, il suffit de cliquer dessus pour y répondre. Et pour répondre à la question de Jordan, je fais soit aujourd'hui, soit demain, je vais mettre en ligne la webconférence. Quand je récupérerai le diaporama de Hugo, je mettrai aussi son diaporama sur le site internet, mais vous le recevrez. Je vous l'enverrai, je pense, demain. Je te l'envoie cet après-midi. Voilà. Et il y a de grandes chances que je vous envoie tout ça demain. Moi, je vous remercie également pour votre attention, les questions que j'ai reçues en amont aussi, et puis vos questions, là, enfin. Voilà. Questions très intéressantes. Et un grand merci à toi, Hugo, pour ces interventions. De rien. Bonne journée à tous et à la prochaine. Au revoir.